Bonjour à tous, merci. Donc, je me présente, je suis Alexandra Ruet, je suis partenaire chez IBM dans la partie conseil et je suis en charge du sujet Watson. Juste avant, je voulais me permettre d'appuyer le message de Perle pour avoir personnellement participé à des événements comme le CES et NRF. Allez-y, vous allez revenir transformés, vous allez revenir nourris de projets pour l'année entière. Vous allez voir, c'est vraiment super. Alors, ce matin, je voulais partager avec vous quelques informations par rapport à l'étude que Frédéric va vous présenter. Au nom d'IBM, nous, on a été ravis d'y participer. On a vraiment trouvé là le moyen de pouvoir s'exprimer peut-être plus simplement qu'on a l'habitude de le faire via le Hub Institute sur la technologie Watson, mais pas que, sur également les cas concrets qu'on réalise au quotidien avec certains d'entre vous dans la salle notamment. Je pense que Frédéric en parlera, Orange Bank, Crédit Mutuel à titre d'exemple. Alors, donc pour avancer, vous avez entendu tout à l'heure Emmanuel parler de Vivatech, du retour, mais également de l'annonce autour du Tech for Good avec le président Monsieur Macron. Nous avons eu notre présidente, Madame Ginny Rometty, qui est venue participer à ce Tech for Good, qui a mis en avant ce qu'on fait au sein d'IBM sur Watson. Watson, c'est une technologie, juste pour resituer, qu'on a développée il y a déjà plus de 20 ans, qu'on commercialise depuis 5 ans. Notre premier cas d'application a été la médecine, avec l'assistance du médecin oncologue. Donc Watson assiste ce médecin dans le diagnostic du patient, dans le traitement qui est préconisé et également dans le suivi de ce même patient. Aujourd'hui, on fait des cas beaucoup plus simples, j'ai envie de dire, business orientés, dans la banque, pas que, dans les assurances, dans le commerce également, et on est ravis de le faire. En courte synthèse, ce qui ressort donc de la présence de Ginny Rometty, la rencontre avec M. Macron, c'est une annonce très forte. On va créer 1800 emplois en France autour de l'intelligence artificielle. On va ouvrir aussi, on est ravis de le faire, l'inauguration aura lieu en octobre prochain à Saclay, un centre dédié autour de l'intelligence artificielle. Là-bas, 3 piliers forts, recherche appliquée, recherche fondamentale et également un centre dédié à l'innovation qui sera ouvert à nos clients. On a déjà des grands projets qui sont en train de se mettre en place là-bas, autour de sujets dont on vient de parler, le voice commerce notamment, mais des sujets beaucoup plus pointus, ce qu'on peut faire dans la médecine, comme des cas d'application autour de la recherche de la rupture d'anévrisme chez les très jeunes nourrissons. On a des partenaires qui sont venus nous rencontrer pour travailler sur ces sujets-là. Donc voilà le genre de projet sur lequel nous travaillerons à Saclay notamment. Également, bien sûr, dans d'autres pays, parce que la France est un pilier, on fait beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle. On a des équipes qui sont en place depuis maintenant plus de 3 ans en France, que j'emmène, mais également dans d'autres pays, en Europe et aux États-Unis également. Voilà, c'est un moteur fort, l'intelligence artificielle, de la stratégie d'IBM. Pour aller un peu plus loin aussi, ça c'est un message qui est très important. Il est important parce qu'il est d'actualité. Vous avez tous suivi les annonces autour du RGDP, c'est important. C'est un sujet qui est sensible puisque la donnée, quelque part, c'est la vôtre, c'est celle de l'entreprise et on n'a pas le droit d'en faire ce qu'on veut comme ça. Notre positionnement et surtout notre message depuis 2 ans, il est à la fois très clair et très ferme. La donnée de nos clients, c'est la donnée de nos clients. Ce n'est pas celle d'IBM, d'accord ? On nous la confie pour faire des projets et à partir de ça, on détermine ensemble comment cette donnée va être utilisée, par qui, pourquoi faire, où sera-t-elle hébergée également. Donc c'est pour ça qu'on a un message de transparence, d'intégrité et de conformité qui est très fort et qui n'est pas nouveau. Je me permets d'insister là-dessus. Ça fait plus de 2 ans que Ginny Rometty communique sur ce point-là. Et on tient à garder cette notion de confiance que l'on a avec nos partenaires, les gens qui nous confient leurs projets. Alors pour aller un peu plus loin, parce que j'ai choisi également d'aller sur des sujets un peu plus novateurs, pour aller au-delà de ce que Frédéric va vous présenter. Et là, 3 petits exemples de ce qu'on sait faire aujourd'hui comme nouveaux projets. Alors au niveau du coaching, vous avez entendu parler donc des chatbots. On a également Orange Bank avec Jingo, l'assistant virtuel qui vous permet de prendre une carte, qui vous permet de souscrire à des offres et des services. Mais maintenant, l'idée, c'est d'aller plus loin. Ça va devenir un coach, d'accord ? Jingo va être en capacité, même d'autres chatbots vont être en capacité de savoir qu'il parle à Alexandra plutôt qu'il parlerait à Perle ou à Emmanuel, qu'on n'est pas les mêmes personnes, qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on n'a pas le même patrimoine financier, qu'on n'a pas les mêmes projets peut-être, et de me faire des recommandations qui vont être complètement personnalisées derrière. D'accord ? Donc on va aller sur des recommandations très fortes vis-à-vis des individus en mode coach. Et ça, c'est une dynamique qui va s'inscrire sur le long terme et pas juste pour répondre de façon ponctuelle à un besoin, à un projet. On va également sur l'automatisation. Ça, pour d'autres, ce qu'on appelle le RPA, le Robot Process Automation, c'est des sujets qui sont importants. Comment l'intelligence artificielle va, dans le cadre des processus, apprendre et automatiser certaines actions. Exemple, Email Analyzer, ce processus qui permet de capter l'ensemble des flux froids, des emails qui entrent dans l'entreprise, d'en lire le contenu,
définir l'intention. Est-ce que je prends un exemple dans le milieu bancaire, est-ce que je vais prendre un rendez-vous avec mon conseiller, est-ce que je vais faire opposition sur ma carte bancaire, d'en déterminer l'urgence, d'en déterminer l'action à mener derrière, il faut bloquer la carte bancaire, ou je peux demander, regarder l'agenda de mon conseiller et puis trouver un créneau disponible et vous faire une proposition en face. Bien sûr, tout ça sous la supervision d'un humain derrière, d'une personne qui sera en charge de ça, et d'envoyer les réponses derrière. Là, c'était un premier exemple, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la partie gestion des sinistres, également, à titre d'exemple. Vous avez une pièce jointe, on voit que vous avez eu un dégât des eaux dans votre sous-sol, pour cause d'inondation actuellement. Assez rapidement, le processus se met en place et permet de déclencher le système de venue d'un expert chez vous ou de remboursement si le cas permet de déterminer qu'on est dans un cas classique relativement sécurisé pour l'entreprise et donc pour vous d'être indemnisé de façon très rapide. Et puis on a des sujets qui sont un peu plus poussés mais qui restent aussi des sujets forts d'actualité comme par exemple la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le microfinancement du terrorisme. Comment justement on va permettre à des banques de pouvoir détecter toutes ces alertes, de vous protéger, de protéger aussi l'institution bancaire et de pouvoir mettre en place des actions de façon à la fois préventive et de façon réactive également. Donc voilà des sujets forts. Je voulais juste avant de conclure aussi partager sur quelques domaines qui sont assez sympathiques. Vous avez par exemple dans l'éducation avec le Conitoy, qui est ce petit objet. On parlait tout à l'heure des pods. Dans l'éducation, vous avez ce type d'objet. Donc c'est le crocodile qui permet aux enfants de s'exprimer, de poser des questions. Là, c'est le petit côté fun. Vous pourrez regarder si vous voulez la vidéo qui est disponible sur YouTube. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet à des enfants qui sont en difficulté, pour lesquels des méthodes classiques d'éducation ne conviendraient pas, de pouvoir recevoir une autre forme d'éducation via ces petits outils. Voilà. On a également d'autres sujets assez sympathiques comme dans la mode. Mais je ne l'ai pas passé, où vous avez des créateurs avec lesquels on a travaillé qui ont conçu des collections complètes à partir de l'intelligence artificielle. Comment ça s'est fait? De façon assez simple. L'intelligence artificielle s'est nourrie des données qui étaient disponibles, des données publiques qui étaient disponibles sur les réseaux sociaux, des cahiers de tendances qui sont édités, également des historiques, des collections précédentes, et à partir et aussi de ce que veulent les clients. Concrètement aussi, c'est ça qui est important, c'est le nerf aussi du business, ce que veulent nos clients, et a permis de déterminer toute une collection possible qui après a été choisie par le designer et qui a été présentée en septembre dernier lors de la Fashion Week à New York. Enfin, pour aller encore un petit peu plus loin, peut-être que certains d'entre vous y sont déjà allés, vous avez actuellement au Grand Palais une exposition qui est formidable, qui s'appelle Artistes et robots, où vous pourrez voir là tout ce que l'intelligence, de façon plus élargie, mais notamment l'intelligence artificielle, permet de créer comme nouvelle œuvre d'art. Voilà, donc c'est intéressant, c'est assez disruptif, j'ai envie de dire. On voit des choses qui sont aussi bien avec les robots que pas les robots qui sont créés. C'est vraiment très intéressant, c'est un autre regard qui est apporté. Voilà, donc je vais juste terminer et passer la parole à Frédéric. Encore une fois, pour vous dire que nous, on était ravis de participer à cette étude. Moi qui suis sur le sujet tous les jours, j'ai quand même appris des choses, donc j'étais vraiment contente. J'ai trouvé que c'était un rapport qui était à la fois éclairé et éclairant. J'espère que vous en avez tiré le même bénéfice. C'est un rapport qui est complet également pour quelqu'un qui démarrait sur le sujet de l'intelligence artificielle, ce que c'est, pourquoi, comment c'est fait. Et voilà, juste pour conclure, nous, sur la technologie Watson, en quelques mots, on a une technologie aujourd'hui qui est reconnue comme étant mature. On a des belles histoires à raconter. Elles sont de l'ordre du public. Je vous ai parlé d'Orange Bank, je vous ai parlé de Crédit Mutuel, on en a plein d'autres. Et au-delà de ça, on a des équipes aussi qui sont vraiment passionnées par rapport à ces nouvelles technologies et qui vont continuer de l'être grâce à vous. Voilà, je vous remercie. Merci Alexandra. Alors, on va essayer de parler un peu du futur de l'intelligence artificielle, sachant un futur, on va parler d'un futur proche. Et en commençant par une question. Qui ici utilise de l'intelligence artificielle? Oui. Comment? Ouais. Ah, vous avez un assistant vocal? D'accord. Ok. En fait, la majorité des gens, quand on leur parle d'intelligence artificielle, ils pensent à ça. Pourquoi? Parce que c'est le premier contact qu'on a eu avec ce genre de notion, c'est le cinéma. C'est HAL dans 2001, c'est le petit garçon dans AI, c'est Blade Runner, pour ceux qui ont vu le film, je suis désolé, c'est un spoiler, c'est un robot. La femme est un robot. Alors qu'en réalité, de manière quotidienne, on l'utilise. Vous l'utilisez dans les antivirus. Ceux qui utilisent Spotify, derrière, il y a un algorithme d'IA qui va vous faire une liste personnalisée.
Vous l'utilisez même dans les voitures sans vous en rendre compte. Dans votre mail, c'est-à-dire que votre mail, Google l'utilise régulièrement pour trier vos mails et en tout cas faire du pré-tri sur les spams. Donc c'est des choses qu'en fait on utilise déjà tous les jours. D'autant plus que l'IA, c'est un vieux concept. Ça a un peu plus de 60 ans maintenant, en tout cas sur les premiers travaux. Et même sur la conception d'une intelligence mécanique, on peut aller encore bien plus loin. C'est le philosophe Leibniz qui essayait de voir de quelle manière on pouvait conceptualiser l'esprit humain comme une grande mécanique. D'accord ? Donc c'est un vieux concept. Concrètement, l'IA, c'est ça. Alors, il y a un certain nombre de disciplines, le machine learning, le natural language processing, and so on, and so on. Personnellement, sauf s'il y a des codeurs d'IA dans la salle, je trouve pas ça très, très intéressant parce que pour moi, l'IA, c'est principalement comme une pelle. D'accord ? C'est un outil. Et ce qui est intéressant dans un outil, c'est pas forcément sa forme, sa taille, sa longueur, c'est ce qu'on va en faire. Et pour nous, on préfère réfléchir à ce que l'IA peut faire, à savoir transformer les données en actions intelligentes. C'est vraiment ça qui est le cœur de notre sujet, de notre réflexion. Et ça, on l'utilise de manière très concrète dans des robots, dans des usines, dans des chatbots, dans des objets connectés. On parlait des assistants vocaux. Emmanuel en a fait un peu la liste et il va y en avoir de plus en plus. Et demain, et surtout dans pas très très longtemps, dans vos voitures. En tout cas, c'est ce que Ford annonce. Il l'a annoncé déjà il y a 2 ans. Alexa dans une Ford. En tout cas, en termes de bénéfices, si on regarde à nouveau la réalité, pour nous, ce sera l'avantage commercial du futur. D'accord ? On parlait beaucoup des assistants virtuels, mais également pour l'analyse de données automatisées, la communication automatisée, des mails, les agents conversationnels, les rapports de recherche. Voilà, vous avez un certain nombre de points qui font penser qu'on a tout intérêt à utiliser l'intelligence artificielle si on se souvient bien que c'est un outil au service de l'humain et de l'intelligence humaine. C'est déjà le cas, d'ailleurs, certains l'ont déjà compris. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Netflix ici. En fait, si vous comparez tous votre page d'accueil, il n'y en a aucune qui est pareille. C'est-à-dire que Netflix va analyser ce que vous regardez et va à chaque fois vous faire une proposition différente. Mais ça va encore plus loin. Netflix est capable d'analyser le type d'affiches qui vous plaisent. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte, même au niveau des affiches de chacun des films, elles sont toutes différentes par utilisateur. Donc il le génère de manière automatique et dynamique par rapport à votre historique. Il va se rendre compte que vous aimez plutôt les affiches avec des gros visages, donc voilà, il va vous mettre plutôt celle-ci en avant, celle avec, je sais pas, un monstre, ou celle avec juste du texte. Voilà, ça va jusque-là. On va rentrer dans quelques applications sectorielles, il y en a déjà 2-3 qui ont été présentées. La banque et l'assurance, qui est un des secteurs où l'IA est de plus en plus utilisée, où il y a de gros enjeux, principalement par rapport à la relation client et l'expérience client, la recommandation et le conseil, et la gestion des risques et de la conformité. Concrètement, au Crédit Mutuel, Watson aide déjà 20 000 chargés de clientèle. Le choix a été fait non pas de répondre automatiquement aux clients, mais de mettre plutôt l'IA au service des conseillers de clientèle, à savoir en faisant une première tâche qui est de trier énormément de mails, parce que les conseillers reçoivent de plus en plus de mails, en faire une hiérarchisation pour envoyer que les plus importants aux conseillers, et derrière également de fournir une première liste de réponses qui permettront aux conseillers d'aller beaucoup plus vite. On peut le comparer comme un super stagiaire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la fiabilité de ce que propose Watson est de 90%. Sachant qu'on est sur des algorithmes qui apprennent, on peut gager que d'ici très très peu de temps, on sera à 100% de fiabilité. Et le dernier point, et ça c'est un vrai avantage commercial, c'est un gain de réponse, enfin un gain de temps en termes de réponse de plus de 60% des conseillers. Je ne sais pas si vous avez des services clients, ou en tout cas des plateaux de call center, si vous arrivez à obtenir 60% d'optimisation de votre taux de réponse, vous pouvez tout à fait calculer combien ça peut vous rapporter. Au niveau de la relation banque, Emmanuel et Alexandra en ont parlé, c'est Jingo. Il faut savoir que ça a commencé d'abord comme un chatbot, qui était le level 1. Maintenant, ils l'ont mis dans un petit boîtier et on peut l'interroger. C'est un conseiller qui est disponible 24/7. Ça a géré plus de 400 000 conversations quand même depuis novembre. Donc c'est quelque chose qui tourne très très fort, avec un taux de compréhension d'à peu près 85% des demandes. Alors c'est-à-dire que les gens tapent les demandes en langage naturel et on arrive quand même à un algorithme qui comprend 85% des questions. Ça traite la majorité des questions de base, donc du coup on libère du temps pour les conseillers et faire leur vrai rôle, à savoir accompagner les clients et pas juste répondre aux questions de base, c'est-à-dire au FAQ, quoi, si on devait résumer. En distribution,
Toujours les mêmes contextes, la connaissance client, l'expérience client, mais aussi la pertinence de l'assortiment, l'identification des tendances. Et après, si on regarde beaucoup plus derrière, en back-office, l'optimisation de la gestion de la chaîne logistique. Je ne sais pas si vous avez tous déjà vu la vidéo d'un entrepôt d'Amazon avec tous ces petits robots. Voilà, ça, sans IA, c'est pas possible. Exemple chez Bazar Chic. Alors eux, forcément, ils ont un point de contact unique qui est online. Il n'y a pas d'humain derrière. Eux l'utilisent pour optimiser en fait leur base de mail. Ils sont capables, à partir de l'historique des clients, de se dire tiens, ces personnes-là, elles sont plutôt sur ce genre de produit, on va leur envoyer un mail maintenant, ou ces personnes-là déclenchent un achat à partir de temps de réduction, donc on va leur envoyer un mail avec X% de réduction. Bottom line, il y a quand même 87% du chiffre d'affaires qui vient de la newsletter. Sur un canal qui est quand même bête, qui est un des plus anciens, la newsletter. Optimiser la logistique, bien évidemment, quand vous commencez à avoir des objets, voire des humains qui se déplacent un peu partout, surtout en termes de livraison rapide comme Deliveroo, l'objectif c'est d'aller le plus vite possible. Et pour ça, Deliveroo utilise des algorithmes de gestion des flux et ils arrivent à baisser jusqu'à 20% le temps de livraison en France. Dans les telcos et les services, baisser le coût de la gestion client, on revient toujours un peu sur les mêmes problématiques, hein, évidemment, mais après il y a une utilisation différenciée par secteur, et créer de nouveaux services à forte valeur ajoutée. On pense souvent à l'utilisation de l'IA, souvent sous la forme du chatbot, à destination des clients, mais c'est aussi à destination de vos équipes internes, ne l'oubliez pas. Pour améliorer la relation client, c'est fournir de meilleures informations aux conseillers. C'est aussi simple que ça. L'IA est un formidable accélérateur à ce niveau-là. Optimiser les opérations, on en parlait. Telefonica a à peu près 203 millions de clients. Donc vous vous rendez compte qu'en termes de données, c'est une source extrêmement intéressante parce qu'il faut savoir qu'en termes d'IA, il y a un triptyque, c'est la capacité de calcul, c'est le volume de données et derrière l'algorithme. Si vous n'avez pas beaucoup de volume de données, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Eux l'utilisent sous la forme de Aura, qui est un assistant personnel de gestion de la vie numérique. C'est-à-dire que c'est un assistant qui va vous expliquer comment vos données sont utilisées et ce que Telefonica peut en faire. Donc là, c'est au service de la transparence de l'utilisation des données. En industrie, Emmanuel en a un peu parlé, c'est gagner en agilité dans l'allocation des ressources via la cobotique. Alors la cobotique, c'est l'association entre un homme et une machine. D'accord ? Tout le monde a vu la robotique comme quelque chose qui allait remplacer l'homme. Or, on se rend compte que la manière la plus intelligente de l'utiliser, c'est d'associer les deux. La force du robot et la force de l'homme à côté. Le développement de nouveaux services, la personnalisation de masse et enfin raccourcir la chaîne logistique. Donc voilà, vous aviez un exemple d'entrepôt connecté. Par exemple, la SNCF utilise, alors bon, forcément c'est un peu un exemple compliqué en ce moment, des algorithmes pour réduire les retards. C'est là on voit encore que bon, les algorithmes font pas tout, il y a encore beaucoup d'humains. Utilise également les capteurs connectés sur ces trains et sur les rails pour faire de la maintenance prédictive. C'est quelque chose qui se développe extrêmement fortement et de plus en plus rapidement et qui commence même à se poser la question de lancer des trains automatiques E-tables entre 2022 et 2030 à peu près pour un premier test, je ne parle pas de la version commerciale, mais un premier test de train 100% automatisé. Ah bah 100% automatisé ? Ouais, là je parle des trains. Train grande ligne. Mais donc il y a déjà une base. L'IA au service des employés, il faut savoir qu'on peut l'utiliser également pour de la formation. Et il se trouve que chez Bosch, ils ont un système qui permet, c'est un petit capteur qu'on se met sur la main, on a également une montre, un petit boîtier de réception, et qui permet à un apprenant d'améliorer ses gestes. C'est-à-dire que le système va reconnaître le type de geste qu'il fait, par exemple pour de la maintenance d'une machine ou un montage. Et derrière, c'est l'IA qui va lui dire, attention, utilise plutôt ça, plutôt cet outil, fais plutôt ce geste-là. Et si vous rajoutez à ceci une paire de lunettes en réalité augmentée, on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel demain pour l'apprentissage. L'hôtellerie, fluidifier l'expérience client et personnaliser le service. Si on a bien un univers où la personnalisation du service est critique, c'est bien celui de l'hôtellerie. Réduire les coûts d'acquisition. Et en synthèse, vendre la bonne chambre au bon client, au bon prix, au bon moment, via le bon canal. Et ça, c'est ce que fait par exemple Accor, grâce à un logiciel de smart pricing, en fonction d'un certain nombre de données entrantes, à savoir l'historique, les prix de la concurrence, mais aussi la météo, les événements locaux. Il va être capable de faire un pricing dynamique et à la volée de ces chambres pour maximiser le taux de remplissage.
Alors là, on est carrément dans le futur. Là, c'est 3 hôtels qui existent au Japon. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Il n'y a pas d'humains. C'est très simple. Donc là, ils sont allés au bout. Ils ont mis. Ce que vous voyez, ce sont 2 robots. Alors il y en a un peu rigolo en forme de vélociraptor pour ceux qui aiment. C'est très japonais. Et à gauche, vous avez une hôtesse. Et là, l'hôtel est entièrement robotisé. La seule tâche qui est encore effectuée par des humains, c'est juste changer les draps pour l'instant. Mais ça, on pense que ça va aller très très vite. Voilà. Ça, c'est un extrême. Mais c'est pour vous dire qu'on peut aller jusque-là et que ça tourne déjà, ça existe déjà. C'est pas un prototype. Hein. On en parlait, IA for Good, avec la vraie question, et monsieur au fond à droite en avait parlé, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA? Parce que forcément, vous avez tous vu des textes, même Stephen Hawking, juste avant la fin de sa vie, il s'est dit, attention à l'IA, l'IA va nous manger. Elon Musk tient le même discours, Bill Gates aussi. Bon, honnêtement, il faut un peu déstresser le débat. En IA, comme en termes de compétences humaines, il y a plusieurs niveaux. Donc vous avez un certain nombre de fonctions de base dans l'humain, par exemple mesurer une longueur. Après, vous avez des compétences spécifiques, comprendre le sens d'une phrase, et après des compétences générales, à savoir prendre une initiative. L'IA, vous avez pareil 3 niveaux. L'IA réduite, qui est monotâche. Vous avez l'IA générale et l'IA supérieure. Alors l'IA générale, pour l'instant, c'est encore du fantasme, mais l'IA supérieure, j'en parle même pas. Personne ne sait ce que ça va donner, personne ne sait si ça va exister maintenant, dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être jamais. Donc nous, ce dont on parle actuellement, ce qui existe, c'est vraiment l'IA spécifique. Et elle a une intelligence très mathématique, alors elle sait battre un joueur d'échecs, elle sait jouer aux cartes, mais elle ne sait faire qu'une seule chose. Donc elle est finalement pas très très intelligente. Deuxièmement, elle est limitée par les données qu'on va entrer à l'intérieur. Ces données-là, forcément, elles sont produites quelque part par une activité humaine, donc elle est encore très très dépendante de sa contrepartie biologique. De la même manière, une IA, ça n'apprend pas totalement tout seul, contrairement à ce qu'on peut lire partout. On a encore beaucoup dans le système de l'IA qui est accompagné, d'accord, où c'est l'humain qui va l'aider à apprendre. Et effectivement, à la fin, l'IA n'a pas d'éthique, elle n'a pas de conscience, parce qu'elle n'a pas d'intelligence émotionnelle. Une IA, ça n'expérimente pas le bonheur, la joie, la peur. Et ce qui fait qu'elle est encore très très limitée juste à certaines parties d'une chaîne de valeur. Par exemple, comme les chatbots. Alors, vous avez tous essayé des chatbots, on se rend compte que très très vite, on arrive à une limite. Donc, le fantasme de l'IA qui vient remplacer l'humain, enfin, revenons un petit peu en arrière et restons surtout sur Terre. Voilà. On parle également de l'emploi. Alors, des études comme ça, vous en avez plein. On dit que ça va à peu près remplacer un tiers des emplois dans le monde et pas forcément des emplois peu qualifiés. On dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Très bien. Il y en a même qui annoncent que dans 45 ans, il y a une étude très sérieuse où les 200 plus grands chercheurs d'IA en IA ont été interrogés pour dire, grosso modo, l'homme est remplacé quand? On parle de 45 ans, on parle de 12 ans pour écrire un tube dans la musique et de 22 ans pour écrire un best-seller en termes de livres. Ok, pourquoi pas? Ça va peut-être arriver, mais ce qu'il faut surtout retenir, de la même manière qu'avec la cobotique, c'est que derrière, l'IA en fait va laisser la place aux vraies compétences humaines, là où on a nous une force. Notre force, c'est pas forcément de screener 500 pages Excel à la minute, d'accord, mais c'est plutôt de tirer de tout ceci un insight et de pouvoir l'activer pour une opération de com ou du service client. Et ça, ce sont les 8 grandes capacités humaines qui vont être derrière, les plus recherchées dans les années à venir. La communication, l'émotion l'intelligence émotionnelle, je vais y arriver, la capacité à entreprendre, le problem solving et la capacité à travailler en équipe. Pour l'instant, si vous mettez 3 IA l'une avec l'autre, elles ne se parlent pas parce qu'elles ont chacune une tâche, donc elles ne sont pas vraiment collaboratives pour l'instant. On en parlait de l'éthique. Le président Macron avait donné une phrase très simple, il avait dit à un moment ou à un autre, il va y avoir un choix et on préfère que le choix soit encore fait par un humain. On parlait de la voiture. Est-ce que la voiture, avec 4 personnes dedans, avec une petite fille qui traverse, doit d'abord rouler sur la petite fille parce qu'on sauve 4 vies? Ou à ce moment-là, on se dit, non, on va plutôt... rouler sur la petite fille. Ou sinon, on sauve la petite fille parce que les 4 personnes dans la voiture sont déjà un peu avancées dans la vie. On se rend compte sur cette problématique-là. Moi, je pense qu'on aura énormément de mal à se passer de l'humain là-dessus. En tout cas, je pense que ça n'est pas souhaitable. Il faudra toujours à un moment un homme qui est responsable. Parce que de la même manière que vous avez entendu parler de la voiture Tesla qui s'est écrasée, là, on commence à se rendre compte que l'erreur était humaine. Ce serait le conducteur qui aurait lâché en fait le volant. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir un responsable. Et qu'est-ce que vous allez faire à une IA si vous dites que l'IA est responsable? L'envoyer en prison? Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, la responsabilité pour nous doit encore être portée par les humains.
Vous avez un certain nombre d'associations, de grands mouvements qui se lancent pour justement contrôler ce qu'on va faire avec de l'IA. D'autant plus que l'IA est biaisée par les informations qu'on va rentrer à l'intérieur. Ce sont des humains qui codent les algorithmes, ce sont des données humaines qui sont entrées à l'intérieur d'une IA. Il faut savoir qu'au tout début des tests de reconnaissance visuelle chez YouTube, ils ont eu un léger problème, c'est-à-dire qu'ils avaient mis plein de visages, ils avaient demandé à l'IA d'analyser des visages. C'était pas sur YouTube d'ailleurs, c'était sur un site de photos. Et en gros, l'IA a reconnu à peu près à 98% tous les gens blancs, et les gens noirs, il les a qualifiés comme singes. Donc ça a eu un énorme impact, ils ont bloqué l'IA parce qu'ils se sont rendus compte que tous les codeurs de l'IA étaient tous caucasiens et que personne n'avait pensé à intégrer des spécificités physiques autres que caucasiennes. Donc c'est là où on se rend compte de la limite de l'IA, il faut faire extrêmement attention aux informations qu'on va mettre à l'intérieur. Et il faut également privilégier la diversité au niveau des gens qui vont venir coder les IA. On peut également s'en servir pour faire des bonnes choses. Il se trouve que IBM a lancé un X-Prize basé sur les 17 objectifs définis par les Nations Unies. Le principe, il y a 5 millions de dollars à la clé, et c'est d'inviter tous les chercheurs en IA, tous les codeurs, à travailler derrière pour essayer de résoudre ces 17 objectifs, donc réduire la pauvreté, la famine dans le monde. Il y a déjà 140 projets, je vous invite à aller voir le site, c'est fascinant le nombre de choses qu'on peut faire à base d'IA. Il y a déjà 140 projets qui sont en compétition. Alexandre en parlait tout à l'heure, l'IA est un enjeu et une priorité pour la France. On essaie de se positionner un peu comme la troisième voie. Bon, c'est encore difficile d'un point de vue volume d'investissement, mais peut-être sur le côté philosophique, on aura beaucoup de choses à apporter. On a eu un rapport Villani, vous l'avez lu ou pas? Personne? Bon, on en a fait une petite synthèse, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez le voir sur les sites web, mais extrêmement intéressant la manière dont est approchée l'IA. Autre chose que simplement mécanique et productiviste. Il y a cette vraie réflexion sur le côté humain derrière. Également, la France devient un centre d'attraction. Il faut savoir que un des centres principaux de recherche en IA de Facebook est à Paris. De la même manière pour Google, Samsung va venir s'installer. Alexandra en parlait pour IBM. Il va y avoir énormément de recrutement d'IA. Donc la France redevient un centre de recherche et développement pour l'IA, ce qu'il a toujours été. Mais il se trouve que d'un point de vue capitaux, généralement tous nos talents étaient absorbés par les États-Unis ou pour l'Asie. Maintenant, les talents restent et vont rester. On parlait du X-Prize. Donc, en synthèse, ce que je voulais vous dire, il y a des milliards de façons d'utiliser l'IA, mais souvenez-vous bien que c'est un outil. Et la seule chose qui vraiment, il faut retenir et essayer d'analyser, c'est de quelle manière l'IA va venir être au service de l'homme, de quelle manière elle peut augmenter nos capacités à nous. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions... Pas trop technique, hein, si possible. Non. C'est une question. Récemment, il y a une IA qui a pris par elle-même, je crois, Google, qui a battu le meilleur projet du monde. C'est pas un mathématique. C'est basé sur une forme de réflexion absolument différente. Alors. Donc il y a quand même des pouvoirs de ouais. Ouais. Alors, il faut savoir qu'à la base, elle n'a pas appris par elle-même, celle qui a battu, c'est AlphaGo, pas totalement au début. Oui, il y en a eu deux. Et après, il y en a une autre qui a joué contre elle-même. Voilà. Mais l'algorithme, ce qui a été posé à la base, n'oubliez pas qu'il est humain. C'est-à-dire qu'elle n'a pas inventé elle-même l'algorithme, derrière, elle n'est pas allée chercher elle-même les datas. Mais ça, c'est super important. C'est-à-dire que le point de départ d'alimentation d'une IA, ça reste une activité humaine. Mais si vous voulez parler d'une IA qui donne peut-être une petite touche de ce que pourrait être l'IA générale, donc niveau 2, c'est plutôt Libratus, qui est une IA qui a battu les 5 meilleurs joueurs du monde du poker. Parce qu'il se trouve que même dans le Go, on peut encore assimiler ça à de la force brute, c'est-à-dire du calcul massif de toutes les possibilités. On est encore dans cet ordre-là. Dans le poker, il y a la capacité à analyser le bluff. Et là, on est quand même dans un niveau un peu plus, donc dans une compétence spécifique, comme comprendre le sens d'une phrase, à savoir essayer d'anticiper le bluff. Là, peut-être, il y aurait une première piste de réflexion. Ça s'appelle Libratus. Mais effectivement, il y a des premiers signes. Oui, oui, mais il faut faire attention à tous ces effets d'annonce. On aime beaucoup la nouveauté. Je veux dire, personne n'est jamais devenu célèbre en disant tout va bien, rien ne bouge.
Donc on fait beaucoup de la nouveauté, un outil de communication. Il se trouve que c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est pas aussi simple qu'une IA qui a inventé son propre langage, qui après, en gros, commençait à travailler elle-même. Et avoir, parce que c'est la question que vous avez derrière, un début de conscience. Parce que ce serait la question. On n'en est pas du tout là.